Bienvenue sur Muslim Makers. Aujourd'hui, je vous propose un format un peu différent. En effet, étant très intéressé par la notion de vivre ensemble et de tolérance, j'étais curieux d'échanger avec un maker francophone qui travaille dans ce sens. Je pense qu'il faut insister sur le fait que la lutte contre l'islamophobie, c'est une lutte pour les droits. Et donc les droits humains. C'est pas une lutte pour l'islam. C'est pas une défense de l'islam. C'est une défense des droits individuels. Et là, ça peut rejoindre tout le monde. Ça, je pense que c'est très important de le concevoir comme ça, parce qu'après, si on arrive à cette polarisation entre pro et anti-musulmans, c'est la guerre inéluctable un jour. Parce que c'est les extrêmes de chaque côté qui vont prendre les armes et qui vont emmener avec eux la masse. J'ai le plaisir d'accueillir Samuel Djibowski, fondateur de l'association Coexister, mouvement qui rassemble des personnes de toute conviction qui veulent agir pour un meilleur vivre ensemble. Samuel est chrétien, mais il est entouré de musulmans, de juifs, d'athées. Ensemble, ils œuvrent chaque jour pour une meilleure cohésion sociale. Dans notre conversation, l'objectif est tout simplement d'échanger sereinement avec un esprit ouvert. Le but n'est pas de convaincre, mais tout simplement de comprendre les problématiques liées aux 3 religions majeures en France à travers l'expérience de Samuel. Si vous aimez le format de cet épisode et que vous souhaitez en avoir d'autres de ce type, faites-le moi savoir sur la page Facebook Muslim Makers ou par mail. Les liens sont indiqués en description. Bonne écoute. Allez. Bonjour Samuel, merci de m'accueillir chez toi. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Samuel Djibowski, j'ai 27 ans, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur social. J'ai fondé un mouvement d'éducation populaire qui s'appelle Coexister, qui favorise l'apprentissage du vivre ensemble. Je suis aussi diplômé d'histoire, de sciences politiques en licence, de sciences des religions en master, d'entrepreneuriat social à Cambridge en certificat. Et en ce moment, je travaille surtout pour une entreprise sociale qui appartient à Coexister, qui fait du conseil en gestion de la diversité religieuse, management de la diversité religieuse et en laïcité pour la France. C'est une entreprise sociale que je dirige et pour laquelle aussi j'enseigne à Sciences Po l'économie sociale. D'accord, super. Tu es très connu pour avoir fondé l'association Coexister, il y a à peu près 10 ans. Est-ce que tu peux expliquer un peu qu'est-ce qui t'a amené à fonder cette association ? Alors j'ai fondé Coexister dans un contexte assez particulier, j'avais 16 ans. La France était dans un débat sur l'importation de la haine liée au conflit israélo-palestinien, parce que la recrudescence de violence là-bas se traduisait ici par des actes antisémites et islamophobes par soutien à Israël ou à la Palestine. Et dans mon quartier de Paris, au croisement entre une mosquée, une église et une synagogue, on était un certain nombre de jeunes à participer à une manifestation pacifique qui était organisée par les 3 lieux de culte d'origine. Et dans cette manifestation, j'ai proposé qu'on organise un don du sang pour la paix, pour fédérer différentes communautés et convictions au service d'un objectif commun. Ce don du sang, il a vraiment bien marché, il a fait connaître Coexister un peu partout. Et donc ça a été un peu l'acte fondateur de notre travail. Et aujourd'hui, on est un mouvement d'éducation populaire, ce qui veut dire qu'on propose un parcours éducatif. Notre parcours éducatif, il dure 1 an. Il est en 40 soirées et il va favoriser le lien social, le vivre ensemble dans la diversité de convictions, en passant par la connaissance des différences, par l'identification de projets communs à réaliser pour se souder autour de projets communs, par la sensibilisation au milieu scolaire, notamment sur les préjugés et sur le racisme. D'accord. Vous êtes présent en France et en Europe ? Un tout petit peu en Europe, on a quelques groupes en Belgique, Suisse, Angleterre, Allemagne, mais globalement c'est un mouvement français. On a une 50aine de groupes en France qui rassemblent 3000 membres, 300 bénévoles, et puis on a une équipe de 12 salariés et 75 services civiques au service de tout ce petit monde. Qui sont les personnes intéressées par l'association ? Les gens qui rejoignent Coexister, en général, c'est des jeunes de notre génération qui ont entre 18 et 30 ans, et qui ressentent un besoin légitime de pouvoir être complètement eux-mêmes, tout en côtoyant des gens différents. C'est vrai que quand on regarde la société française, on a souvent un choix à faire entre être complètement soi-même et donc rester avec des semblables, ou côtoyer des gens différents mais renoncer à une partie de son identité ou de son histoire. Et c'est vrai que Coexister offre ce cadre où il n'y a pas besoin de choisir. Je peux être complètement qui je suis, mais en étant en relation avec des gens différents. Donc tu m'as dit que l'action principale, c'est ces formations de 40 nuits ? Non, 40 soirées. 40 soirées ? Oui, 40 soirées par an. Ok, donc c'est quoi ? C'est plusieurs heures
C'est toutes les semaines? Alors c'est plus un parcours éducatif qu'une formation, dans le sens où il y a un apprentissage au long terme, donc un apprentissage par les pairs. Pour moi, dans une formation, il y a vraiment un formateur, des formés, donc là c'est un parcours d'activité. On pense que quand on suit ce parcours, on va apprendre des choses. Par exemple, dans les 40 soirées, il va y avoir des visites de lieux de culte, des débats, des tables rondes, des visites d'expositions, des projections de films, des actions de solidarité justement. Et c'est le déroulé de ce parcours qui permet d'apprendre à vivre ensemble, parce que dans ce parcours, il y a des jeunes juifs, chrétiens, musulmans, athées qui vivent ce parcours ensemble. Alors, on a une devise à coexister qui explique bien le sens du parcours, en particulier, pourquoi est-ce qu'on y associe la solidarité. La devise, c'est diversité de conviction, unité dans l'action. Et cette devise, elle dit comment est-ce que il faut répartir les lieux où on se reconnaît différent et les lieux où on cherche de l'unité, parce que la diversité et l'unité sont complètement compatibles à condition de bien savoir en quoi. Et de se dire, concernant nos croyances et nos identités, on est différents, voire parfois divergents, voire parfois contradictoires, mais cette différence, c'est un fait, et qu'est-ce qu'on en fait? Et donc dans cette diversité de convictions, on va rechercher des actions, des projets, donc des choses qui sont plus de l'ordre du faire et pas de l'être, qui nous font converger. Et en fait, on se rend compte que les êtres sont différents, mais le faire peut être semblable. Et du coup, c'est pas ce qui nous ressemble qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, c'est ce qu'on fait ensemble au service d'un projet. Et typiquement, si un groupe local de coexister se dit, moi j'ai envie de faire des maraudes pour les sans-abri, chacun va trouver dans le Coran, dans la Bible, dans sa tradition humaniste, des motifs, des prétextes, des injonctions pour s'engager sur cette maraude de sans-abri. Et ça, c'est le secret de coexister, c'est de réussir à créer ce lien-là, où en fait, on découvre que dans notre vision du monde, dans nos croyances personnelles, il y a des désaccords, et donc on peut agree to disagree, comme on dit, mais que dans ce désaccord-là, on va identifier des choses à faire ensemble. Et c'est ça le plus important pour une société, parce qu'en fait, une société n'a pas besoin que les gens soient pareils. Elle a besoin qu'ils aillent dans la même direction, et qu'ils aient un projet à partager. C'est comme l'équipe de France de football. Elle n'a pas besoin que les joueurs croient aux mêmes visions de Dieu. Et d'ailleurs, les différents joueurs de l'équipe de foot de France, ils assument tous des convictions très différentes. Il y en a beaucoup qui sont très croyants, très pratiquants, d'autres de manière plus démonstrative que d'autres, mais vous prenez par exemple Pogba et Giroud, qui sont tous les deux très pieux. Il y a un musulman, un chrétien. Ils gagnent la Coupe du Monde ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont un objectif commun. Donc on n'a pas besoin d'être semblable pour être unis. Par contre, on a besoin d'être tourné vers un objectif commun. Et ça, c'est vraiment ce que Coexister cherche à créer. Tu les incites au vivre ensemble, en fait. On les incite on permet de vivre ensemble en les incitant à trouver l'objectif commun. Et l'objectif commun, quand même, un axe fort, c'est le fait qu'il doit inclure du service. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de recherches là-dessus, où on se rend compte qu'une des rares choses que partagent toutes les convictions religieuses et philosophiques, c'est le service des autres. D'accord. Voilà. En termes de démographie, dans ton association, c'est quoi à peu près? En gros, on va avoir, statistiquement, sur son sondage anonyme, on a 10% de membres qui sont juifs, on a une trentaine de pourcents de membres qui sont musulmans, 40% de chrétiens, et puis le reste, ça fait 20% d'athées. D'accord, ça c'est les membres. Ouais, tout à fait. Ok. Et en termes de personnes qui participent aux soirées, par exemple? Ça, c'est les membres, c'est les mêmes personnes. D'accord, c'est les mêmes personnes. C'est les membres qui suivent le parcours de les quand on soirées. suit le parcours, on devient membre, en fait, automatiquement. Exactement. C'est même l'inverse. C'est pour être membre, pour suivre le parcours, il faut être membre. Ok. Et en général, comment ça se passe quand les personnes ont terminé leur parcours, ils partent ou ils soit elles deviennent bénévoles, donc elles prennent des responsabilités, c'est-à-dire qu'elles vont animer le parcours suivant. Donc on les appelle les connecteurs. Nos membres qui suivent le parcours, on les appelle les coexistants. D'accord. Et ceux qui vont animer le parcours, on les appelle les connecteurs, connectrices. Soit on devient service civique, soit on peut se faire embaucher au siège si on souhaite, il y a 12 salariés, soit on va dans une autre branche du mouvement Coexister, parce que Coexister a d'autres branches, il y a une branche internationale qui s'appelle Interface Tour, qui est un tour du monde à la recherche des initiatives interreligieuses. Alors il y a que 4 places tous les 2 ans, mais en candidatant on peut quand même essayer de faire sa place. Soit on candidate pour l'entreprise sociale, Convivencia, que je dirige, on est 5 CDI, 3 stagiaires. Donc il y a plein de choses à faire pour continuer cette expérience-là, oui, tout à fait. Et comment est-ce que vous mesurez l'impact de votre action? Alors la mesure d'impact de Coexister, elle est aujourd'hui travaillée par une agence indépendante qui fonctionne toujours avec les mêmes critères. Il y a des critères quantitatifs et des critères qualitatifs. Sur le quantitatif, ceux qui viennent à nos soirées, ceux qui suivent nos événements Facebook, ceux qui suivent notre activité numérique. Et puis après, il y a le qualitatif, il y a qu'est-ce que ça change dans la vie des jeunes qui nous rejoignent. Et ça, c'est une enquête. C'est une enquête par voie de sondage où on s'interroge sur
qu'est-ce que coexister a changé dans votre vie. Et là, on découvre certaines choses très importantes, comme ce que j'évoquais avec toi à l'instant. Je peux être moi-même tout en côtoyant des gens différents. Et ça, c'est effectivement quelque chose qu'on apporte, parce qu'il n'y a pas d'autres espaces qui peuvent le vivre à part nous. J'imagine qu'en fait, votre objectif, c'est de toucher le plus de monde possible. C'est quoi les choses qui bloquent? Je pense que dans le fait de toucher des nouvelles personnes, pour suivre ce parcours, il n'y a pas beaucoup de blocages apparents pour moi. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas, surtout parce que il y a aussi d'autres priorités. Il va y avoir beaucoup de personnes qui ont une priorité sociale, dans le sens où on n'a pas forcément le temps de s'engager dans un parcours éducatif quand on a bouclé la fin du mois déjà. Je pense aussi que il va y avoir un autre cas de figure où on préfère privilégier sa communauté aussi, la structurer, y vivre, y interagir, y appartenir, etc. Et donc si possible aussi lutter contre les mécanismes d'exclusion dans sa communauté. Moi je suis très frappé de voir que dans les 3 communautés principales en France, il y a un sentiment de persécution en ce moment, qui est très fort. Beaucoup de chrétiens partagent ce rapport là de l'AED, l'aide à l'église en détresse, qui dit que le christianisme est la religion la plus persécutée au monde, que les chrétiens doivent quitter leur pays au Moyen-Orient, etc., etc. Et pour eux, c'est très très important de défendre cette cause-là, quoi. Il y a un sentiment de peur de disparition. Pour les juifs, évidemment, c'est le même dessin, c'est un peu plus crédible comme peur pour eux, parce qu'ils sont que 14 millions dans le monde, 0,2% de l'humanité. Alors que les chrétiens sont 31% et les musulmans 23%. Les juifs aussi ont cette peur légitime de la violence en France, alors que c'est un pays où ils se sentaient en sécurité avant. Et puis bien sûr, il y a cette islamophobie massive, systémique, qui exclut, qui fabrique de la discrimination, de la haine, etc. Donc il y a aussi ceux et celles qui préfèrent défendre le groupe. Donc moi, ce que j'essaye de créer, c'est une possibilité de faire ça à plusieurs, c'est-à-dire qu'une France dans laquelle j'ai envie de vivre, c'est une France où chacun se sent concerné par le sentiment de persécution de l'autre, sans comparaison, sans concurrence victimaire, sans rapport de force, mais vraiment par empathie, par bienveillance. Et ça, je pense que c'est possible de le créer à condition de se connaître. C'est ce que Coexister, c'est de créer comme condition. Est-ce que tu peux un peu plus développer sur les sentiments au niveau des 3 communautés, en France en particulier? Pour moi, c'est le même sentiment. Il y a une peur, il y a un sentiment d'être rejeté, de pas être accepté, de pas pouvoir s'exprimer. Et il y a une peur de la disparition, il y a une peur de l'assimilation, dans le sens d'être soumis à une identité conforme, uniformisée. Et ça, je pense que les mécanismes sont les mêmes, qui utilisent des rouages différents dans les fantasmes. Bien sûr, les chrétiens ont une espèce de... Enfin, certains, on va dire, il y a derrière cette espèce de mythe du grand remplacement qui pointe le bout de son nez, donc d'être remplacé par d'autres, donc de disparaître quand même. Dans le judaïsme, il y a bien sûr cette peur née de la Shoah, de l'extermination. C'est un peuple qu'on a essayé d'éliminer de la surface de la Terre, et ceux qui s'y sont employés sont parvenus quand même à en éliminer presque la moitié des membres vivants à l'époque. Dans le monde entier, donc c'est quand même considérable. Et puis pareil, dans cette peur d'islamophobie, il y a une peur de ne jamais trouver sa place dans une société qui considère incompatible la République avec l'islam, et donc c'est toujours une peur de ne pas exister, quoi, de pas pouvoir s'épanouir, de pas pouvoir éclore. Après, quand on regarde d'extérieur, les situations sont complètement différentes, mais ça c'est de l'extérieur. Parce que d'intérieur, d'un point de vue affectif, moi je trouve que c'est les mêmes mécanismes de la peur qui s'engagent. D'extérieur, on est face à 3 situations très 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 différentes. Très 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 différentes. C'est pas du tout les mêmes mécanismes, c'est pas les mêmes objets. Moi, si je devais qualifier chacun de ces 3 sentiments, je pense que les chrétiens aujourd'hui en France ne sont pas menacés, au contraire, ils sont même plutôt protégés. Alors bien sûr, les attaques contre les lieux chrétiens sont les plus nombreuses en France, plus que les juifs et les musulmans. Mais c'est en valeur absolue, pas en valeur relative, évidemment. Je pense que justement, ça s'explique que pour des raisons comme ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses à attaquer. Il y a 36 000 églises, tous les cimetières sont chrétiens quasiment, donc... Et je pense que quelqu'un qui s'en prend à un lieu de culte catholique est rarement vraiment dans une haine antichrétienne, c'est plutôt une haine de l'ordre établi, il y a une forme d'anarchisme, parce que l'église représente encore l'autorité pour beaucoup de gens, parce qu'elle a été pendant l'histoire, l'autorité elle est le symbole de l'héritage français aussi, donc... mais dans cette peur-là, je crois que
les chrétiens extrapolent le rejet dont ils font preuve. C'est-à-dire que beaucoup de chrétiens, dont ils sont la cible, beaucoup de chrétiens se sentent esseulés parce qu'ils peuvent pas parler de leur foi, trouvent qu'il y a une condescendance à l'égard de leur conviction, mais ils oublient qu'ils n'ont pas de discrimination, pas de préjugés majeurs dans la société, il y a pas de... Ils sont pas pris pour cible, quoi. Alors, ils vivent mal le fait d'être humiliés aussi pendant les affaires de pédophilie, pendant la manif pour tous, etc. Mais c'est aussi parce qu'il y a des contradictions aussi par façon de vivre sa religion. Bien sûr qu'un chrétien conservateur va se sentir plus en rupture avec cette société qui légalise le mariage et qui défend vigoureusement le droit à avorter, alors qu'un chrétien libéral va trouver c'est compatible de vivre l'évangile et dans une société sécularisée. La situation pour les juifs, elle est dramatique. Elle est franchement dramatique parce que c'est une micro-communauté qui prend la majeure partie des actes, et surtout c'est des actes de violence et des actes d'assassinat, et ça c'est quand même assez singulier parce que c'est la seule communauté qui est encore tous les ans presque assassiné pour son appartenance au judaïsme. Heureusement, je vais dire Dieu merci, il n'y a pas de cas encore dans les autres communautés en France. J'espère qu'il n'y en aura pas. Ça a failli être le cas à Bayonne la semaine dernière. Et il faut vraiment qu'on soit préservé de ce déséquilibre. Les juifs vivent un cauchemar. Ils sont très peu, et l'antisémitisme est d'un très haut niveau, il est structurel aussi. Alors on a le sentiment qu'ils sont très forts parce qu'ils sont très soutenus médiatiquement, politiquement, parce qu'il y a une conscience française de la collaboration, etc. Donc il y a une envie de défendre aussi les juifs comme minorité. Mais en réalité, quand on se met dans leur place, dans leur famille, dans leur histoire, on se rend bien compte que il y a un très grand sentiment de solitude. Ils te le disent quand tu les côtoies. Ah oui, on le voit, bien sûr. Sentiment d'abandon, sentiment de... Puis ils sont moins de 1% des Français, donc... Et puis l'antisémitisme est quand même très fort sur Internet, aussi un peu dans la rue, donc... Il y a un phénomène de société, quand même, du rejet des Juifs qui est constant. Dû à quoi ? Le rejet des Juifs ? Oh là là, c'est l'histoire de l'humanité, ça. On en est à 3000 ans de rejet. Dû à quoi le mécanisme de l'antisémitisme, il est complexe. Déjà, c'est intéressant parce que c'est un racisme qui n'a pas de complexe de supériorité, contrairement aux autres. Le racisme classique, il considère le racisé comme inférieur à lui-même, comme moins développé, moins digne, moins cultivé. Alors que dans l'antisémitisme, on considère jamais les juifs comme inférieurs, ils sont toujours considérés comme supérieurs. Et donc, il y a un complexe d'infériorité, des juifs ont le pouvoir, l'argent, et une forme de jalousie structurelle. Et à chaque fois que quelqu'un, d'ailleurs, un juif est assassiné, c'est parce qu'on veut lui prendre son argent ou son pouvoir. Je pense que ce fantasme, il naît d'une communauté qui est soudée, qui persévère à travers les siècles et les millénaires même, qui maintient des rites, une appartenance, et qui suscite de la jalousie parce qu'ils maintiennent une chaîne de solidarité envers et contre tout. Et puis parce qu'il y a des complots qui ont été organisés contre eux, réellement, le protocole des sages de Sion, enfin, il y a vraiment eu une machine idéologique à construire de la propagande depuis le Moyen-Âge. Depuis le Moyen-Âge, dans beaucoup d'églises, on avait des statues avec l'église et la synagogue. Donc c'était deux égéries, deux femmes, une femme qui représente l'église, une femme qui représente la synagogue. L'église, elle est forte, habillée, robuste, avec un voile sur le front, avec les yeux découverts, un peu comme le drapeau corse. Et puis la synagogue, c'est pareil, mais elle a le voile sur les yeux. Parce qu'elle ne refuse de voir la vérité. Donc il y a quelque chose, je veux dire, ce pays a été biberonné à l'anti-judaïsme d'abord, à l'antisémitisme ensuite, à partir du 19e siècle, qui est presque endémique, quoi. Et puis l'islamophobie, moi je dirais que des trois, c'est celui qui est le plus systémique, c'est-à-dire que le système médiatique et politique fabrique de la peur contre l'islam, donc parfois de la haine contre l'islam. C'est un sentiment diffus qui n'est pas beaucoup théorisé quand même, chez la plupart des gens qui sont islamophobes. Il y a une théorie à l'extrême droite qui existe, mais je pense qu'il faut bien voir que c'est une minorité des islamophobes qui est dans cette logique-là, donc une théorie guerrière notamment, d'incompatibilité, d'antagonisme. La grosse majorité de la société, elle reproduit des mécanismes d'exclusion parce qu'elle a peur de la différence, parce que elle veut maintenir ses privilèges, parce que je pense quand même qu'il y a une majorité des islamophobes vit dans un fantasme de l'islam de la violence et de la conquête, clairement. Ce qui est plutôt rassurant dans le sens où quand on leur prouvera que c'est faux, ils pourront se calmer. Il y a une minorité d'islamophobes qui veut engager une guerre contre une religion qu'elle considère simplement comme non européenne. Donc, mais la singularité de l'islamophobie quand même, c'est vrai, c'est qu'elle est vraiment partout, qu'elle est presque banalisée, quoi. On parle souvent dans les médias qu'il y aurait peut-être un islam politique qui se développe et qui veut contrer ça.
enfin, de mon point de vue, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une stigmatisation qui est politique. Ouais. Justement, à l'approche des élections à chaque fois, ou pour faire développer leur parti, ou bien être populaire auprès de certains pans de la population. Qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, moi je pense que la question de l'islam politique, elle est très complexe parce qu'elle est très mal appréhendée. C'est une situation qui est remplie de nuances, qui est remplie de complexité. Il y a un islam politique, bien sûr. Il y a un islam politique qui est prêt à jouer le jeu de la démocratie. Dans un monde idéal, il faudrait qu'on puisse jouer ce jeu-là, puisque comme ça, il pourrait s'exercer par les urnes et perdre par les urnes, parce qu'il serait pas plébiscité a priori en France. Il y a un islam politique qui est plus offensif, qui est plus secret, qui est aussi ultra minoritaire, mais qui existe aussi, qui... je dirais pas qu'il a un agenda dissimulé, ça c'est une théorie du complot, mais qui en tout cas essaye de soutenir quand même, comment dirais-je, une théorie d'un certain islam unique, conservateur, etc., qu'il faut imposer pour des raisons identitaires et de visibilisation. Donc ça, je dirais, c'est un peu une forme d'extrême droite de l'islam. Après, bien sûr, il y a tous les courants des djihadismes violents, qui sont des courants extrêmement marginaux, et donc cette somme-là des plusieurs formes d'islam politique et du djihadisme font peur. Je pense évidemment que plus de 99% des Français qui sont musulmans n'ont rien à faire avec aucune de ces trois tendances, et sont des citoyens cherchant à vivre l'article 18 des droits humains, c'est-à-dire chacun est libre d'avoir une religion, de ne pas en avoir, d'en changer, de la manifester seul ou en commun, en public ou en privé. Et je pense qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui est plutôt menacé par une stigmatisation politique, j'aime bien l'expression, qui vient de manière récurrente parce qu'on sait que ça va payer et que ça va faire du bruit. Bien sûr. Je crois que il y a plus de théories du complot à l'égard de l'islam politique, ça c'est clair, qu'un vrai véritable islam politique. D'accord. J'ai écouté certaines de tes interventions et tu parles souvent de Singapour. Oui. Le classement avec, en termes de diversité, C'est vrai. qui est classé numéro 1, et ensuite la France vient en seconde position. Ouais, tout à fait. Au Pew Research Center. Néanmoins, il y a une très grande différence entre la France et Singapour, en termes de communauté. Ouais. C'est que là-bas, ils sont très unis. En termes de diversité religieuse, ils sont très tolérants. L'État soutient énormément la diversité religieuse et tient à faire en sorte que ça soit maintenu. En fait, le vivre ensemble, pour eux, c'est quelque chose de très très important. Alors qu'en France, j'ai plutôt l'impression que c'est pas leur priorité. La France n'a pas conscience de cette diversité, elle la valorise pas, ça c'est clair. C'est quelque chose que je dis aussi souvent quand je parle de la France et de Singapour, c'est que Singapour en a conscience. Alors tous les modèles ont des limites, pour moi à Singapour il y a quand même une dimension autoritaire dans la fonction politique. Et je pense, et par ailleurs, même si on enlève la fonction autoritaire dans le politique, il y a une très grosse convergence économique. Donc comme je parlais de projet commun, le projet commun des Singapouriens c'est l'argent. Et ça fédère. Et ça fédère, et donc ça aide à des communautés aussi différentes entre elles, musulmans, chrétiens, hindous et toutes les autres communautés qui existent à Singapour, ça permet d'avoir un véritable équilibre dans l'objectif à atteindre. Singapour, je sais ce qui est pris par les quotas, notamment sur les logements sociaux, sur certaines fonctions administratives. Est-ce que c'est une méthode qui marcherait en France? J'en sais rien, j'ai plutôt tendance à croire que non, mais pourquoi pas. Je crois aussi qu'après il y a des éléments de culture, beaucoup de Singapouriens ont cette culture positive parce que Singapour c'est un pays qui s'est construit de toutes pièces comme une cité financière et capitaliste au milieu de l'océan Indien, enfin de la mer de Java en l'occurrence, entre la Malaisie et l'Indonésie. Donc cette cité elle est un peu factice à l'origine, même si elle a une histoire aujourd'hui qui est réelle. Donc c'est plus facile de partir de là. Je pense que pour la France, c'est beaucoup plus dur après 1600 ans de christianisme institutionnel, jusqu'à, enfin, 1500, quoi, jusqu'à la loi de séparation, de transformer ce pays en pays multiculturel. Il est déjà multiculturel dans les faits. Maintenant, il faut qu'il soit multiculturel en ayant conscience de lui-même, et ça, c'est la prochaine étape. J'ai l'impression qu'il y a deux niveaux d'action pour développer le vivre ensemble. C'est au niveau étatique, chez les politiques. Ouais. Et au niveau du peuple directement à travers des actions, des associations. Ouais, tout à fait, c'est la différence classique entre les bénéficiaires et le système. Donc nous, on a un impact bénéficiaire par le parcours éducatif. On essaie d'avoir un impact système avec le plaidoyer. C'est pour ça que je fais beaucoup de médias, enfin j'essaye, notamment pour parler d'islamophobie, parce que le système change par le haut beaucoup. Notamment le système s'envisage, se conçoit lui-même à travers le miroir médiatique.
le miroir politique, ce que le miroir médiatique et politique révèle de lui-même. Donc quand on voit telle personne passer dans les médias, on a le sentiment que ils sont l'image de la France. À ton avis, pourquoi les médias se focalisent dessus? Est-ce que tu penses que effectivement c'est l'image de la France, ou bien que ce sont les médias, eux, qui créent de toutes pièces cette image de pays non unis, d'islam non intégré? La désunion, la non-intégration, en quelque sorte, elle a une réalité. Mais à qui la faute? La faute, elle est pas typiquement pour la question de l'intégration, même si j'aime pas trop ce terme, je dirais plutôt inclusion, parce que pour moi c'est le but à atteindre, l'inclusion. Pour la question de l'inclusion, la faute est pas à la minorité musulmane, clairement. Il y a un problème de discrimination systémique, enfin elles sont colossales. Il y a un jeune français musulman a 8 fois moins de chances d'aller à l'entretien d'embauche que à n'importe quel autre jeune. Donc ça c'est quand même une réalité qui fabrique de l'exclusion. Donc je pense que le pays est quand même relativement désuni. Ce qui est extrapolé, c'est la violence interpersonnelle. Je pense que la plupart des gens qui se côtoient au quotidien n'ont pas de violence. Ils apprennent à se comprendre, à se connaître. Alors, il y a des privilèges et des discriminés, ça c'est clair. Mais dans les supermarchés, les rues, les métros, les villages, le travail, l'école, la plupart des Français profitent quand même d'une culture suffisamment florissante, parce que la France est un pays tellement riche de tellement de choses. Et je pense que toutes ces richesses-là fabriquent quand même de la bonne entente. Les gens, dans la vie quotidienne, s'entendent bien. Le problème, c'est qu'il y a cette discrimination systémique qui empêche à chacun d'avoir les mêmes chances et qui crée de l'inégalité. Il faut aller voir le film Les Misérables, là, qui sort fin novembre et qui parle de la BAC, la Brigade anticriminalité. C'est le premier film qui a été réalisé par des personnes originaires de banlieue sans soutien du CNC, sans contrôle de l'État, etc. Donc je pense que ça va être une bombe atomique sur le fond, ce film. Et ça dit justement ce mécanisme-là. Donc à la fois les médias ne sont que miroir de la réalité, la situation y a pas encore d'inclusion complète, et en même temps, elles extrapolent, je pense, le niveau de violence, parce que quand on voit des débats très forts entre, je sais pas, des gens du CCIF et des laïcistes par exemple, dans les villages ça se passe pas comme ça. Dans les villes non plus. Les gens sont pas sur ce niveau de dogmatisme et de clivage, quoi. Il y a plus une espèce d'incompréhension ou parfois de gêne. Dans les faits, quand on crée du lien entre des gens, on dépasse quand même beaucoup de ces fantasmes. Comment tu expliquerais que le niveau de débat soit si bas dans les médias? Ça, c'est un vrai problème. Je sais pas comment l'expliquer, mais on peut faire le constat qu'il y a un vrai problème de rapport à la démocratie. La démocratie, c'est la divergence sans violence. Alors que le conflit politique, c'est la divergence avec violence. On a parfois l'impression que le niveau de débat est très bas, juste pour attirer l'audience. Peut-être qu'il y a une orientation pour essayer d'obtenir de l'audience. Moi, je mise plus sur l'hypothèse de la méconnaissance. Je crois qu'il y a beaucoup plus une histoire pour la plupart des médias, une non-expérience de ce sujet et une peur de déraper, une peur de dire une bêtise. Ou alors c'est aussi plurifactoriel, c'est-à-dire qu'il peut y avoir d'un côté le fait qu'il y ait de la méconnaissance, de l'autre côté le fait que on cherche à faire des audiences, bien sûr. Mais la culture du débat, elle dépasse le problème des médias, c'est-à-dire que pour le coup, même dans les conférences, moi je fais 50 conférences par an en France sur le terrain, on a un rapport au débat qui est pas clair. On a un rapport au clivage qui est pas serein, on ne sait pas gérer le clivage posément. Je pense qu'il y a cette croyance en France qui est très fortement ancrée que c'est ce qui nous ressemble qui nous rassemble. Et nous, on dit le contraire. C'est pas ce qui nous ressemble qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, c'est ce qu'on fait ensemble. Et ça, c'est quelque chose à déconstruire profondément, quoi. De croire que l'unité a besoin de l'uniformité. Il faut casser cette croyance-là. Donc quand il y a un clivage, je pense aussi que c'est l'histoire de la Révolution, l'histoire des guerres de religion. Quand il y a une différence sur le fond, il y a toujours une peur de la divergence. Mais c'est une peur qui est fantasmée, d'après moi. Selon toi, quelles sont les meilleures actions à mener pour apaiser tout ça, développer... À quel niveau, macro ou micro? J'ai envie de dire les deux. Les deux. Au niveau politique, pour moi, la priorité, c'est d'avoir une vraie pensée inclusive. C'est-à-dire de penser la lutte contre les discriminations, de penser l'égalité, de penser la lutte contre les racismes, d'avoir une parole d'inclusion aussi, de dire l'islam est une religion qui est compatible avec la République, les musulmans ont toute leur place, leur droit de pratique, de croyance, de culte, de rite, est un droit qui sera protégé et défendu par la laïcité. Il faut qu'il y ait une parole forte, il faut qu'il y ait un momentum comme ça où on rappelle l'idéal universaliste républicain qui accueille toutes et tous à condition de respecter les lois et les objectifs. Politiquement, c'est mal vu de parler de ça. Ouais, mais il faudrait.
Il faudrait ce courage, il faudrait prendre ce courage d'un ministre ou d'un président qui prend ce courage-là et qui le dit. La question c'était qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi c'est ça qu'il faut faire, il faut commencer par là. Et puis dans la lutte contre l'État islamique qui soucie nos dirigeants, à juste titre, et je pense que c'est par là aussi qu'il faut commencer, parce que c'est la discrimination poussée à l'extrême qui est le terreau de recrutement. Donc bien sûr qu'il faut commencer par là, et je crois que c'est la priorité. Au niveau citoyen, la priorité c'est de favoriser l'apprentissage de la connaissance de l'autre et surtout l'expérience avec les autres, notamment des actions communes, ce que propose Coexister, mais des occasions de se rencontrer. Est-ce que c'est l'école, est-ce que c'est l'associatif, est-ce que c'est la vie quotidienne? Il faut créer ces opportunités. Quelles sont les autres associations que tu connais qui agissent à ce niveau-là? Alors directement en nommant la différence de conviction, on est les seuls, mais après il y a plein d'autres mouvements qui agissent sur la diversité, qui la favorisent, qui la créent, et qui en permettent les conditions d'existence. Je pense à Unicité, je pense à Article 1, je pense à Mosaïque RH, je pense à La Cloche, qui favorisent le lien social, et donc après c'est sous d'autres approches, ça va être la différence sociale, ethnique, territoriale, et donc ça va permettre de rassembler des gens différents quand même. D'accord. En termes de vision par rapport à ton association, jusqu'où c'est quoi ton objectif? Jusqu'où t'aimerais l'amener? Moi, la vision pour coexister dans la prochaine décennie, ce serait d'élargir la proposition de ce parcours éducatif, de se dire qu'on pourrait proposer le parcours à un jeune sur 10. Aujourd'hui, une classe d'âge, c'est 800 000 jeunes, pardon. Donc, un jeune sur 10, ce serait 80 000. Si on pouvait proposer à 80 000 jeunes par an de faire l'atelier sur les préjugés, ce serait déjà une super victoire. Aujourd'hui, on rencontre 25 000 jeunes par an qui font l'atelier préjugés en milieu scolaire par nos membres. Donc ça, pour moi, ce serait vraiment d'élargir cette proposition et d'être identifié par les membres des différentes communautés comme un lieu d'apprentissage et d'expérience. Pas que apprentissage théorique, expérience pratique. C'est pas le cas maintenant? On n'est pas encore identifié par toutes et tous, parce qu'on touche 3 000 jeunes par an et 25 000 en milieu scolaire, donc ce serait élargir les frontières pour moi. Et puis j'aimerais bien aussi qu'on participe à un vrai travail sociétal, politique, médiatique de déconstruction des préjugés au niveau macro. Et donc de changement de perspective, de connaissances minimum aussi, parce que il y a une vraie méconnaissance des faits religieux aujourd'hui dans la société qui sont traités de manière vulgaire, alors qu'en fait ils sont complexes et subtils, quoi. On approche de la fin. Quelle serait plutôt la meilleure action pour les musulmans pour justement développer ce vivre ensemble, enlever cette stigmatisation? Toi, c'est quoi, avec ton expérience, la meilleure des actions? Pour moi, cette question, elle est belle, elle est honnête, c'est beau de se poser la question. Je pense que d'abord, il faut pas oublier qu'il y a quand même une situation d'oppression. Mais si on veut la dépasser, alors qui suis-je pour donner ce conseil? Mais disons qu'en m'inspirant d'autres luttes qui m'ont beaucoup inspiré, je pense à celle des Noirs américains, parce que Martin Luther King a toujours été un modèle pour moi, j'ai lu toutes ses biographies et beaucoup de ses livres. Je pense que la priorité, c'est de construire une action non violente, concertée et extrêmement inclusive. C'est-à-dire qu'il faut proposer un chemin de revendication des droits qui soit intelligente, stratégique, qui inclut des non-musulmans. Dans le sens, c'est ça que j'entends par inclusif. Mais pas que aussi, c'est-à-dire qu'il inclut d'autres minorités opprimées, qui pensent à la question de la femme, des homosexuels, etc. Et qui soit vraiment lisible. Qu'est-ce qu'on demande, à quelle échéance, et si tu n'es pas musulman, quelle est ta place là-dedans? Je pense que c'est ça la meilleure chose à faire, c'est vraiment de penser inclusif, et de surtout pas laisser s'installer un climat de bipolarité entre les pro-musulmans et les anti-musulmans. Il faut qu'il y ait toute une nuance de position, il faut défendre des droits, mais je pense qu'il faut insister sur le fait que la lutte contre l'islamophobie, c'est une lutte pour les droits. Et donc les droits humains. C'est pas une lutte pour l'islam. C'est pas une défense de l'islam. C'est une défense des droits individuels. Et là, ça peut rejoindre tout le monde. Ça, je pense que c'est très important de le concevoir comme ça, parce qu'après, si on arrive à cette polarisation entre pro et anti-musulmans, c'est la guerre inéluctable un jour. Parce que c'est les extrêmes de chaque côté qui vont prendre les armes et qui vont emmener avec eux la masse. Donc il faut vraiment créer cette logique de les droits pour toutes et tous. Et donc de créer une conscience collective des droits. Donc il faut s'associer à d'autres personnes. Pour moi, une priorité stratégique, si j'étais leader musulman aujourd'hui, ce serait de m'associer avec ceux qui luttent contre l'antisémitisme. Alors je suis pas sûr qu'ils soient d'accord pour l'instant,
Mais j'essaierai de persévérer pour obtenir de leur part une convergence. C'est pas le cas pour le moment. Pas du tout. Pourtant, je pense que le salut de l'un est dans l'autre. Le salut de l'antisémitisme, c'est de bosser avec les militants anti-islamophobie, et le salut de l'islamophobie, c'est de bosser avec les militants anti-antisémitisme. Ils ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Ils sont différents, ils ont différents rouages, ils ont différentes histoires, mais dans les mécanismes, aujourd'hui, ils peuvent être combattus ensemble. Ils se nourrissent l'un de l'autre. Je pense qu'ils seraient beaucoup plus forts ensemble. Ils seraient beaucoup plus forts ensemble, ça c'est clair. Dans leur Oui, moi je pense qu'ils seraient plus que plus forts. Ils anéantiraient les deux problèmes s'ils étaient ensemble. Ils les anéantiraient. Parce que je pense qu'une grosse partie de l'antisémitisme aujourd'hui va naître d'un sentiment d'isolement chez des personnes qui comprennent pas pourquoi on parle autant de l'antisémitisme, et donc en associant l'antisémitisme à l'anti-islamophobie, on permet de lutter contre ce préjugé. Et un des gros problèmes de l'islamophobie aussi, c'est de ne pas avoir accès à cette expérience-là. Les gens qui luttent contre l'antisémitisme, ils ont 70 ans d'expérience depuis la fin de la guerre, et puis même 3 siècles d'expérience. Donc il y a une expérience à partager sur le sujet. Il y a certainement une raison pour lesquelles ils s'associent pas. Ah, je pense qu'il y a des différences idéologiques fortes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de militants anti-islamophobie qui contestent le fait que l'antisémitisme soit un racisme particulier. Ils veulent pas en faire un racisme spécifique. Et il y a beaucoup de militants anti-antisémitisme qui veulent pas utiliser le mot islamophobie parce que pour eux l'islamophobie c'est faire taire la critique de l'islam. Donc il y a des différences de fond, il faut les lever. En tout cas, moi je serais côté islamophobie, j'en ferais une priorité stratégique, bosser avec des militants anti-antisémitisme et bosser avec des juifs. Et c'est pareil pour les juifs. Ah oui, bien sûr, c'est que là tu me posais la question côté qu'est-ce qu'on doit faire de nos musulmans. Je serais militant juif, je ferais la même chose. Ok. La communauté chrétienne dans tout ça. Bah, la communauté chrétienne aujourd'hui, sur le sujet des oppressions, moi je peux pas parler de christianophobie en France, et donc je crois pas que on puisse les inclure dans la lutte contre les oppressions. Après, bien sûr que là la question elle était pour lutter contre l'islamophobie, mais pour favoriser le vivre ensemble. Mais les chrétiens ils participent à une société commune par des actions comme le mouvement Coexister, et leur place elle est là à cet endroit-là. Mais c'est pas pareil de lutter contre les discriminations et les préjugés d'un côté et de fabriquer du lien social de l'autre. Alors parfois les deux vont ensemble, mais c'est deux approches. Donc dans l'approche de créer du lien social, tout le monde a sa place, y compris les athées, agnostiques, qui sont des convictions qui apportent à la société. Mais dans la lutte contre les préjugés et les discriminations, aujourd'hui je pense que les juifs et les musulmans ont des choses à se dire. Je te remercie pour tous tes conseils. Avec plaisir. Pour l'intervention. Je demande souvent ça à mes invités. Si tu avais un livre ou un podcast ou n'importe quel contenu, lequel tu recommanderais? Je pense que le livre, évidemment, il y a Reveils for Radicals de Alinsky, donc le réveil des radicaux, qui a été une référence pour moi sur le community organizing. Mais je pense surtout à des livres de Luther King, Minuit, quelqu'un frappe à la porte, ou La Révolution non violente. Ça, c'est des livres qui m'ont beaucoup apporté. Ouais, voilà, je conseillerais surtout ça. Ok, je mets tout ça en description. Si quelqu'un cherche à te contacter ou a des questions à te poser. Facebook pour moi. Facebook. Ouais, prénom, nom, je suis très joignable, Samuel Gzibowski. Super, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Encore une fois, s'il vous a plu, faites-le moi savoir à travers Facebook ou par mail, et partagez le podcast à vos contacts. Sur ce, je vous dis à dimanche, Inch'Allah, pour le prochain épisode de Muslim Makers.